Salut la Poisca, et comment ça va aujourd'hui? Bof, je me suis pété la jambe ce week-end. J'ai passé mon samedi à l'hosto. Super. En tout cas, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient être sur le point de crever et malgré tout, elles ne mettraient jamais le pied dans un hôpital. T'exagères, Chris. À part la bouffe, c'est plutôt sécurisant comme endroit. Non, mais ça, tu le dis parce que tu as la chance d'être dans un pays où les hôpitaux sont plutôt performants. D'ailleurs, même après la crise du Covid, il y a 56% des Français qui se disent satisfaits du système de santé. Alors, ça paraît pas si élevé que ça, mais croyez-moi que dans plein d'autres endroits dans le monde, c'est beaucoup plus bas. En même temps, est-ce que vous pouvez imaginer un endroit où vous auriez plus de chances de survie à être coursé par un ours plutôt que finir hospitalisé? Ou même mieux, un hôpital où c'est tellement dégueu que vous risquez d'y choper une bactérie mortelle rien qu'en frôlant les murs. Non mais t'es toujours dans l'abus là, c'est pas possible. Pas du tout. D'ailleurs, j'en profite pour citer un médecin dont on reparlera dans la vidéo. Et c'est vrai, je suis un grand scientifique. Non, pas celui-là. Et qui a décrit son lieu de travail en disant que certains viennent ici en bonne santé et ils ressortent morts. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Mais en tout cas, ce petit parcours bucolique des 3 pires hôpitaux, on va le faire en compagnie de la nièce de Gustave, puisqu'on va y emmener Ariane. Voilà, elle va prendre un peu l'air, elle va se balader, ça va la sortir un peu de chez elle, puisque la pauvre elle sort pas souvent, elle qui a toujours soif d'aventure, elle va pas être déçue, hein. Pas vrai Ariane? Plongeons ensemble dans ce qui se fait de pire en matière de santé. C'est parti pour les 3 pires hôpitaux au monde. Et on commence tout de suite notre petite épopée en France du côté des Vosges. Vous voyez, c'est juste là, dans le centre hospitalier Jean Monnet. Eh bien oui, nous aussi, on sait faire des trucs vraiment immondes. Et là, nous sommes en été 2005 et plusieurs patients de l'hôpital se plaignent de graves douleurs. Bon, en même temps, vous me direz, des malades qui ont mal, c'est pas non plus très original. J'ai mal. On va peut-être passer à la suite, Michel. D'autant plus qu'on parle de patients atteints d'une maladie pas super fun, le cancer de la prostate. Ouais, un truc de bonhomme, quoi. Alors oui, c'est vrai que c'est plutôt typé pour les mecs. Mais en tout cas, l'une des solutions pour faire la nique au cancer, c'est d'avoir recours à la radiothérapie, qui est un traitement lourd à base de rayons X, capable de réduire ou de détruire les cellules cancéreuses. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je crois justement qu'Ariane doit accompagner son oncle pour une petite séance. Et en tout cas, si la radiothérapie peut être un allié de poids pour soigner le cancer, encore faut-il que ça fonctionne. Et comme là, ça ne marche pas du tout, on envoie 2 enquêteurs sur le terrain pour essayer de comprendre pourquoi ça merde. Et leur constat va être plus qu'intéressant, puisqu'ils vont découvrir qu'entre mai 2004 et août 2005, 24 personnes ont reçu de bonnes grosses surdoses de rayons, tandis que 450 autres ont reçu des surdoses un peu plus modérées. En tout cas, sachez que selon un médecin qui travaillait là-bas, le docteur Jean-Marie Simon, en 20 ans de traitement, l'hôpital a seulement connu 3 mois de fonctionnement sans surirradiation. Et le pire dans l'histoire, c'est que l'Institut de sûreté nucléaire, c'est-à-dire l'organisme qui gère tous les risques autour de la radiothérapie, eux de leur côté, ils ont été prévenus de la faire qu'en 2006, alors que ça faisait depuis les années 80 qu'il y avait des trucs déjà pas nets qui couraient sur cet hôpital. Alors là-dessus, vous vous doutez bien qu'un tel scandale, ça a fini devant les tribunaux et devenant par là même l'une des affaires sanitaires les plus médiatiques de tous les temps. Le 2 juillet 2015, après plusieurs longues années de procès, les médecins Jean-François Stermer, Michel Obertel et le radiophysicien Joshua Hanna sont condamnés à 18 mois de prison ferme. Et si leur peine a été réduite grâce à leurs avocats, les 3 hommes ont été reconnus coupables d'homicide et blessures involontaires. Ils ont aujourd'hui reçu l'interdiction à vie de pratiquer la médecine. Bref, c'est quand même assez horrible d'imaginer qu'en prétendant vous soigner, il y a des gars qui vous font crever à petit feu. D'ailleurs, Ariane, on peut le dire, comment va ton oncle là? J'ai quand même l'impression que ça va pas fort. Moi j'y connais rien en médecine, mais ça fait quoi exactement une surdose de rayons? C'est vraiment grave? On peut un peu dire ça, oui, parce que déjà il y a quand même 12 personnes parmi les plus touchées qui sont mortes à cause de ces surdoses. Et ça, c'était sans compter sur les nombreux témoignages des victimes qui racontent leur quotidien fait de douleurs chroniques, d'hémorragie et de diarrhée. Bref, le bonheur quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait pourquoi ça a merdé? En fait, il s'avère qu'en 2004, le labo a eu l'occasion de tester une nouvelle technique de radiothérapie. Et en voulant paramétrer le logiciel, en fait, ils ont fait de la merde, quoi, tout simplement. Mais c'est de la merde! Et après, en même temps, fallait dire que la notice d'utilisation du bordel n'était pas en français. Donc, c'est sûr que ça n'aidait pas, quoi. Ah forcément, s'ils ont acheté leur machine sur Wish avec une notice en chinois, tu m'étonnes que ça ait déconné. Ah ça, je sais pas. Mais en tout cas, depuis cet incident, le centre de radiothérapie de l'hôpital a fermé ses portes en 2007. Et surtout, la France s'est montrée bien plus vigilante en revoyant le matos de près de 180 hôpitaux, histoire de pas avoir de petits problèmes comme ça qui font un peu mauvais genre, clairement. C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain! Et en tout cas, si un tel accident a pu traumatiser la France entière, imaginez ce que ça pourrait donner avec un scandale à l'échelle mondiale.
Bon, après cette histoire d'hosto où on balance des surdoses de rayons aux patients, je vous présente celui où on les drogue à leur insu pour faire tout un tas de tests chelous. Ça sent l'histoire d'un camp de concentration. Eh ben non, perdu. Il n'y a pas forcément besoin d'être nazi, vous savez, pour faire des tests sur des gens. En fait, pour ça, il suffit juste d'aller à côté de nos amis nord-américains à l'Institut Allan Memorial de Montréal, au Canada. Et plus précisément, dans le département de psychiatrie où l'objectif était plutôt clair, prendre le contrôle des patients. Là, du coup, en plus, ça parle de mystère, je pense que Ariane va vraiment aimer, quoi. Bon, bah, ça y est, elle est déjà en chemin, elle s'y rend, quoi. Ah, ça c'est beau, la jeunesse. Toujours volontaire pour des expériences. Et en tout cas, si ce service existe, eh bien c'est grâce au docteur Ewen Cameron, un psychiatre d'origine écossaise qui a déjà une sacrée réputation dans le domaine de la santé mentale, et notamment sur la mémoire. Dès le début de sa carrière, le docteur Cameron s'est intéressé à la mémoire et à son importance dans la construction mentale. À ses yeux, il suffirait d'effacer la mémoire existante et d'en recréer une autre pour apaiser la folie de ses patients. Ses sujets de recherche l'ont amené jusqu'à la barre des procès de Nuremberg, car il était chargé d'évaluer la santé mentale de Rudolf Hess, ancien homme politique allemand très proche du Führer. Sauf que bon, voilà, c'était pas un tendre le Cameron, vu qu'on le surnommait quand même le père de la torture. En fait, c'était pas un mec très apprécié dans son service, puisqu'il était jugé autoritaire, impitoyable et accro au pouvoir. Bref, un mec en or, quoi. T'as aucune compassion. Non. Mais comme il est célèbre et qu'on le respecte, on l'écoute, quoi. Surtout quand il crée une méthode révolutionnaire pour soigner les troubles mentaux, et qu'il appelle Psychic Driving. Ouais, j'imagine qu'avec un nom pareil, il est pas du tout question de comptine et de petits massages de crâne. T'imagines plutôt bien, puisqu'on n'était pas vraiment sur des méthodes douces. Alors d'abord, il y a la technique de l'endormissement forcé. En fait, pendant une période qui pouvait aller de 15 à 30 jours, les patients vont être drogués au barbiturique et endormis, avant d'être réveillés de force 2 à 3 fois par jour. Mais bon, vous vous en doutez bien, c'était pas avec la voix douce d'une infirmière sympa ou avec ce genre de musique. Tout réveil. Là, on est plutôt sur des sessions d'électrochoc 20 à 40 fois plus puissantes que la norme, et avec un gros magnétophone qui répétait en boucle les mêmes infos. Alors là, ok, je suis sûr qu'Ariane n'est pas très fan de ce genre de réveil. Ça secoue un peu, ça c'est clair. Mais bon, faut quand même dire qu'à l'époque, on est en 1943, et là, on vient tout juste de créer une drogue ultra pratique pour laver le cerveau des patients. Le fameux LSD. Et là, autant vous dire que Cameron ne s'est pas privé pour en faire bouffer à ses patients. C'est sûr qu'en tout cas, elle, on l'a connue un peu plus en forme. Mais d'autant plus que ça s'arrêtait pas là, en fait, puisque Cameron et son équipe étaient fascinés par le concept de privation sensorielle. Et ils ont pu tester plein de trucs, notamment avec des substances paralysantes ou avec l'usage de caissons d'isolation sensorielle. Comme ça, juste pour expérimenter, pour le fun, quoi. Mais attends, l'hôpital était au courant de tout ça ? En fait, c'est plus que ça, C'était un programme financé par le gouvernement canadien lui-même, mais aussi par la CIA. Donc voilà, jolie chaîne de valeur derrière, ça envoyait du lourd. En plein contexte de guerre froide, la CIA était convaincue que les régimes communistes avaient trouvé une façon de contrôler l'esprit de la population. Alors, pour rattraper son retard, elle a décidé d'effectuer de façon clandestine des recherches scientifiques sur des sujets humains, et ce dans presque 30 universités du monde entier. C'est ce qu'on appelle le projet MKUltra. En tout cas, des gens qui rentrent dans l'institut avec des troubles psychologiques mineurs et qui en ressortent encore plus traumatisés, ça a fini par alerter les services secrets. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas alerté la CIA parce que je sais pas si l'interlocuteur il aurait été très réceptif. Ah d'accord, super. You stupid son of a bitch. En tout cas, faut attendre quelques décennies pour que les premiers patients portent plainte, et ce n'est que 12 ans plus tard, après ces plaintes, que le gouvernement accepte d'indemniser quelques victimes, c'est-à-dire 17 patients, et qui ont touché 100 000 $. Ah bravo les Québécois, c'est du joli. Oui, surtout que ça fait quand même plus d'une centaine de victimes qui ont subi les violences du docteur Cameron, et que, encore aujourd'hui, ceux qui ont survécu doivent continuer à vivre avec leur traumatisme. Mais t'inquiète, Ariane, t'inquiète, on va te sortir de là. Après, on va te sortir pour t'envoyer dans un endroit encore pire. Alors, c'est à prendre ou à laisser, quoi. On va pas se mentir, avoir une maladie grave, c'est jamais très drôle. Même si on a quand même plus de chances d'y survivre quand on a du matos à la pointe de la technologie et des traitements adaptés. Mais il existe des hôpitaux où même une simple coupure peut être quand même dangereuse. Comme à l'hôpital Louis Rasetti qui se trouve au nord du Venezuela. Et alors, il a quoi de particulier cet hôpital ? Écoute, c'est simple, déjà Ariane, tu prends l'avion et puis tu t'y rends. Voilà, super. Alors déjà, question d'hygiène, tu vas le constater par toi-même Ariane, c'est pas dingue. Vu qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, on tombe vite sur des trucs un peu dégueux.
Mais comment ils font pour le ménage et pour désinfecter le matos? Bah, en fait, c'est là tout le problème, justement. La plupart des tables d'opération ne sont pas nettoyées entre chaque intervention. En fait, les chirurgiens sont d'ailleurs obligés de se nettoyer les mains avec des bouteilles d'eau gazeuse, vu que le gel hydroalcoolique est une denrée qui se fait plutôt rare. Tout comme, en fait, le papier, le savon ou même les appareils de radiographie. Et encore, je ne vous parle pas des médicaments. Parce que, en fait, là aussi, c'est compliqué. Puisque la plupart des médicaments, même les plus basiques, ils ne sont disponibles que sur le marché noir. Du coup, on retrouve des petites pancartes dans l'hôpital avec un numéro de téléphone et un petit mot du genre « Nous vendons des antibiotiques à prix négociable ». Oui, parce que là, en fait, c'est à vous de négocier les médicaments qui vont vous sauver la vie. Bon, bah écoute, vas-y Ariane, toi, appelle pour voir ce qui se passe, quoi, on a envie de savoir. Oh, voilà la boîte de Doliprane qui coûte plus de 100 balles. Surtout que le Venezuela, ils ont pas le même pouvoir d'achat que la France. Et ça d'ailleurs, c'est sans compter sur le retour de vieilles maladies, comme la diphtérie, qui est une maladie super contagieuse dans le pays et qui était censée avoir été éradiquée il y a plus de 20 ans. Non mais on dirait une blague, on se croirait revenu au Moyen-Âge. Bah écoute, tu crois pas si bien dire, parce qu'il y a un médecin là-bas, le docteur Christian Pinault, qui déclare qu'il a l'impression d'être revenu au 19e siècle. Ah, et d'ailleurs, le gars dont je vous ai parlé au départ, vous savez, celui qui dit que les gens arrivent en bonne santé et ils ressortent morts de son hôpital, eh bien c'est le docteur Leandro Pérez. Et lui aussi, il travaille dans ce charmant petit hôpital. Un petit chanceux, quoi. Bon, après, je vous parle de cet hôpital, mais en réalité, c'est le cas de nombreux hôpitaux du pays. Car, depuis 2013, le Venezuela connaît une énorme crise financière, politique et sociale qui crée beaucoup de tensions, particulièrement dans le domaine de la santé. En effet, l'économie du pays, qui est fortement dépendante du commerce pétrolier, a vu ses revenus chuter drastiquement après la chute des cours de pétrole démarrée en 2013. Et même si depuis, le pays a su redonner un peu de souffle à son économie, le milieu médical en a beaucoup souffert, d'autant plus qu'il a récemment été affaibli par la crise mondiale du Covid-19. Et le problème, c'est qu'à cause de tout ça, on n'investit plus du tout de thunes dans le matos de soins. Et surtout, les médecins se cassent. Et ça, on peut le comprendre un peu, surtout quand on sait qu'ils sont payés genre 12 centimes de l'heure dans le public. Je rappelle qu'en France, quelqu'un qui est au SMIC reçoit à peu près 8 € de l'heure. Mais bon, il n'y a pas que des problèmes d'infrastructure, ou même de matos dans cet hôpital. Parce qu'il y a aussi des histoires de violence. Parce que, en fait, à cause de cette crise, la criminalité a augmenté d'un coup. Et les gens sont de plus en plus vénères. Et du coup, certains chirurgiens racontent qu'ils se sont déjà retrouvés à gérer des coups de feu en pleine intervention chirurgicale, ou même des agressions dans les couloirs. C'est clair que ça donne pas trop envie de s'aventurer là-bas. Vous êtes pas sûr, vous avez un rhume, mais au final on vous anesthésie, vous comprenez pas, vous vous réveillez pas, la galère. Ou alors du coup vous êtes avec un gun dans la bouche, compliqué. C'est un bordel. Et si vous aimez les trucs chelous et les bizarreries médicales, n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne Astrofécon où Chris réagit en direct à des vidéos thématiques. D'ailleurs, on en a sorti une sur le matos le plus fou utilisé en psychiatrie, avec des outils archaïques et tout un tas de techniques bien glauques pour s'occuper des patients. Mais tout ça, ça se passe sur Astrofécon. Ouais, t'es bien renseigné toi. Et bien voilà, on a fini notre tour d'horizon des pires hôpitaux. Ça t'a plu, Ariane ? Ouais, maintenant que tu le dis, j'ai même plus mal à la jambe. Ça c'est peut-être parce qu'on est plutôt chanceux en France. On a quand même un très bon système de santé que pas mal de pays peuvent envier, alors autant en profiter. En tout cas, si un jour à l'hôpital vous trouvez le temps long, eh bien dites-vous que vous avez sans doute échappé à un truc bien pire.